ce pape, à mon sens, il a fait bouger les lignes. Alors, disons, dans quel sens? C'est en allant vers plus de modernité, on va dire, pour l'Église. Mais le problème le risque de l'Église, c'est que toujours plus de modernité veut dire potentiellement de se diluer finalement complètement dans la société et d'avoir un message qui ne passe plus. Il y a quelques actions fortes qu'on peut saluer, notamment il s'est opposé au projet de déportation des Gazaouis par l'armée israélienne. Ça, c'est à saluer. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission d'actualité. N'oubliez pas, avant de commencer, de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker, de commenter et de partager. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale. Je suis avec Charles Danjou et Régis Le Sommier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clara. Bonjour Clara. Alors, première question, la mort du pape hier, est-ce que vous pouvez me donner une réaction ? Réaction, on a l'impression qu'un peu l'Église catholique aujourd'hui est à un tournant. Ce pape, à mon sens, il a fait bouger les lignes. Alors, disons, dans quel sens? C'est en allant vers plus de modernité, on va dire, pour l'Église. Mais le problème le risque de l'Église, c'est que toujours plus de modernité veut dire potentiellement de se diluer finalement complètement dans la société et d'avoir un message qui ne passe plus. D'où son pontificat a suscité à la fois cette ouverture, on va dire, de l'Église et en même temps un retour du traditionnalisme par répercussion ou par, on va dire, réaction à ce pape. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est là où l'Église, à mon sens, est à un carrefour de son histoire, sa très longue histoire, de ses 2000 ans d'histoire, c'est de savoir quelle va être la branche qui va dominer, en tout cas, ou qui va donner le là du prochain pontificat. Alors, il y a plusieurs candidats en liste, et c'est intéressant de voir que le cardinal Sarah, par exemple, cardinal guinéen, est celui qui incarne la tradition, et que d'autres cardinaux qui sont proches, justement, de l'archevêque Bergoglio, donc le pape François, eux aussi ont leur chance, et donc là, on est dans on va peut-être aller soit vers de la tradition, soit vers du progressisme, ou éventuellement, le secrétaire du pape, lui, incarnerait une sorte de voie médiane qui permettrait à l'Église de rester unie. En tout cas, ça va être intéressant, et je pense que de ce point de vue, ce pape qui a toujours montré qu'il voulait aider les migrants, qui était un pape du tiers-monde, c'était un pape d'Argentine, c'était un pape anti-européen quelque part, eh bien, a peut-être forcé les catholiques à regarder en eux-mêmes et à se demander un peu où ils veulent aller, et quel est leur discours par rapport à la société et à l'évolution du monde. Moi, je suis très mitigé sur ce pape parce que par rapport à son prédécesseur Benoît XVI, qui était lui plutôt conservateur, c'est une vraie rupture, c'est un vrai progressiste. Il y a quelques actions fortes qu'on peut saluer, notamment il s'est opposé au projet de déportation des Gazaouis par l'armée israélienne. Ça, c'est à saluer, mais en même temps, il a été d'un progressisme assez radical, on peut dire, puisqu'il a tenté de faire progresser les lois pour les LGBT au sein de l'Église. Il a mené une guerre aussi, comme il l'a pu, contre la frange conservatrice et traditionnaliste au sein de l'Église. Donc c'est un vrai progressiste. Et de mon point de vue, il s'inscrit dans un peu cette mouvance post-Vatican II, qui est effectivement un mouvement de réforme en profondeur de l'Église vers plus de progressisme. Régis a rappelé aussi son combat en faveur des migrants. C'est un pape quand même, tiers-mondiste, mais je dirais mondialiste. Et effectivement, le combat aujourd'hui, c'est de voir quelle frange va prendre le pouvoir au sein de l'Église. On observe quand même que les résultats du Concile Vatican II et de ce courant progressiste au sein de l'Église, c'est toujours moins de fidèles dans les églises, toujours moins de présence dans les séminaires, de prêtres ordonnés, toujours plus d'églises qui ferment. Et donc, il y a en ce moment un mouvement qui est en train de monter, celui des conservateurs, des traditionnalistes, peu importe d'ailleurs
leur communauté. En France, par exemple, il y a beaucoup de communautés conservatrices, tradies, qui pratiquent la messe en latin ou qui pratiquent une espèce de combinaison du français et de latin. Il y a la communauté Saint-Martin, la communauté Christ-Roi, la communauté Saint-Pierre, la communauté Saint-Bédis. Il y a un renouveau de ces tradis et effectivement, l'enjeu, c'est de savoir quelle direction va prendre l'Église avec le futur pape. C'est une véritable lutte politique, un véritable combat politique au sein de l'Église, au sein du Vatican dans les prochains jours, les prochaines semaines. Dans l'actualité également, on a eu l'Ukraine. Il y a eu une trêve pour Pâques ce week-end. Est-ce que, à votre avis, celle-ci peut être reconduite ? Alors c'était intéressant de voir que cette trêve, on va dire globalement, enfin en tout cas d'après ce que j'ai lu et ce qui a été observé là-bas, pendant 10 heures à peu près, elle a tenu. Après, il y a eu certaines parties du front où il y a eu des reprises de combat, etc. Mais si vous voulez, c'est notoire quand même, c'est la première fois qu'il y a une trêve depuis le début de cette guerre. Depuis 3 ans, on n'avait pas connu ça. Elle intervient le jour de Pâques, qui est quand même aussi un moment intéressant cette année. Disons qu'elle peut promettre peut-être des avancées. Je pense qu'elle a été faite aussi dans l'idée de la part de Vladimir Poutine, qui ne pouvait pas faire patienter Donald Trump sur son souhait d'arriver à mettre un terme à cette guerre trop longtemps. Il fallait qu'il donne des gages. Donald Trump avait convaincu les Ukrainiens avec Marco Rubio, avec Steve Witkoff, d'accepter une trêve de 30 jours. Bon, il n'y a pas eu de trêve de 30 jours, mais il y a eu une sorte il y a eu 24 heures. Est-ce qu'elle va être reconduite ? Ça va être la vraie question, parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose aujourd'hui quand on voit la situation sur le front, c'est que les Russes progressent à peu près partout, sont en passe à un moment d'atteindre leurs objectifs de reconquérir les 4 oblasts, les frontières géographiques des 4 oblasts qu'ils réclament, qu'ils ont annexés par référendum, sur lesquels ils ont conduit des référendums. Et pourquoi s'arrêter en route ? Donc il y a une sorte de contradiction entre le message voulu par Donald Trump, cette volte-face qu'il a fait opérer à la diplomatie américaine en se rapprochant des Russes, et puis du côté des Russes, un tempo opérationnel qui est encore très actif, avec l'idée qu'ils ont presque gagné la guerre. Donc en fait, là, il y a une contradiction. Et pour Poutine doit gagner du temps pour pouvoir continuer. Or, Trump ne veut pas qu'il y ait trop de temps, parce qu'il veut que ce projet de guerre, de mettre un terme à la guerre en Ukraine, aboutisse. C'est la contradiction entre ces deux hommes, et le fait que Poutine est obligé quand même de lâcher du lest, à mon sens, qui a conduit à cette trêve très courte, et qui fera peut-être qu'il y en aura une. Trump a dit, je crois, qu'il y aurait une annonce cette semaine, Charles ? Oui, Trump a indiqué qu'il y aurait certainement une bonne nouvelle avant la fin de la semaine. Bon, la trêve, d'un point de vue orthodoxe, puisque Ukrainiens et Russes sont orthodoxes dans leur immense majorité, c'était pas très étonnant, parce que la Pâque orthodoxe pour les Russes et les Ukrainiens, c'est comme Noël pour les Français, c'est-à-dire que c'est peut-être le jour le plus important de l'année. Ceci étant, comme le souligne Régis, cette trêve de 24 heures, elle n'a pas vraiment de sens, puisque quand on regarde un peu les déclarations des uns et des autres, les deux parties souhaitent continuer à se battre. Et en fait, l'une et l'autre, Russie et Ukraine, gèrent leur communication par rapport à Donald Trump, qui lui aimerait bien des résultats rapidement, mais qui a certainement compris aussi que cette guerre, quelque part, le dépasse, puisque il y a l'entente avec Vladimir Poutine, il y a la nécessité pour lui de se rapprocher de la Russie, pour éloigner la Russie de la Chine, pour aussi, faire payer aux Ukrainiens, faire payer à Zelensky sa proximité avec les Européens, sa proximité avec l'ancien président Joe Biden. Donc on ne voit pas tellement l'intérêt, que ce soit des Russes ou des Ukrainiens, à signer une trêve prolongée. D'ailleurs, la trêve qui est proposée n'était pas une trêve, ne concernait pas les combats au sol, mais concernait uniquement
les frappes sur les infrastructures civiles et énergétiques. Et donc, sur le terrain, on voit, comme disait Régis, il y a une activité qui ne cesse de progresser. Les Russes, en ce moment, sont en train de récupérer des portions de territoire dans la région de Koursk, mais aussi dans le Donbass. Et aussi pour les Ukrainiens, il faut le souligner, l'Ukraine est un pays sous perfusion. Elle était sous perfusion du Fonds monétaire international avant la guerre, puisqu'elle était en état de quasi-faillite. Et donc, je crois que ce n'est pas le bon moment, ni pour les Russes, ni pour les Ukrainiens, de signer une quelconque paix. Et du point de vue de Donald Trump, on a vu d'ailleurs ces derniers jours que l'administration Trump commence un peu à prendre ses distances avec la guerre, parce qu'ils ont compris que c'est un peu comme le village d'Astérix des Slaves, c'est compliqué d'y mettre bon ordre. Il y a eu une intervention d'ailleurs de Marco Rubio, je crois que c'était vendredi, qui expliquait que s'il n'y avait pas de résultat, en gros, progressivement, les États-Unis se désintéresseraient de ce conflit, puisqu'ils ont d'autres priorités, a-t-il dit, et qu'ils attendaient des résultats. Donc on va voir comment les choses vont se passer cette semaine. Mais c'est vrai que quand Trump a fait cette promesse de paix, il ne faut pas jamais l'oublier, c'était pendant sa campagne. C'était à une époque où les rapports entre, on va dire, sur le front étaient beaucoup plus équilibrés. Disons que les Ukrainiens tenaient mieux le front et les Russes avaient un peu plus de mal à avancer. Aujourd'hui, les choses ont changé. Alors, il n'y a pas de percée non plus magistrale, mais il y a quand même des réductions de ce qu'on appelle des sacs à feu, c'est-à-dire des poches de résistance ukrainienne. Les Russes appliquent... quand il y a un obstacle, ils contournent le travers, ils coupent les routes d'approvisionnement des Ukrainiens et progressivement, ils vident ce qu'on appelle un sac à feu. Et donc, c'est en train de se passer dans plein de zones du front, là, actuellement. Mais il n'y a pas on va dire, d'écroulement général des Ukrainiens, ce qui fait que parmi eux, évidemment, il y en a qui veulent, en effet, comme le disait Charles, continuer à se battre, continuer à ce combat, même si, il faut le souligner, je rajouterai aussi ça, qu'il y a beaucoup de tensions politiques en Ukraine en ce moment, notamment avec cette idée d'élection qui a été émise par les Américains et demandée aussi par les Russes. Parce que les deux partis, que ce soit les Américains ou les Russes, on se rend compte, aimeraient bien se débarrasser de Zelensky. Et si une élection pouvait mettre un autre personnage, pas forcément un plus modéré, mais en tout cas, il y aurait peut-être une base d'écoute ou de négociation différente. Et on sent bien que, à la fois chez Trump comme chez Poutine, une volonté que Zelensky soit écarté à un moment. Voilà. Alors justement, quel est le principal obstacle pour cette paix aujourd'hui, pour vous ? Pour moi, c'est la position... disons que positions russes et ukrainiennes sont assez radicales. Et pour l'instant, on ne voit pas terrain d'entente. Les Ukrainiens, avec effectivement le président Zelensky, sont sur... Alors, les éléments de langage, la communication changent, mais on sent quand même que, peut-être pour se protéger de sa frange la plus nationaliste, il reste quand même sur un discours de récupération des territoires du Donbass et de la Crimée, ce que les gens à peu près sensés pensent complètement impossible. C'est-à-dire que les Russes ont pris ces régions et la chance que les Ukrainiens puissent les récupérer par les armes ou par la négociation est à peu près nulle. Et du côté des Russes, bien effectivement, ils veulent pousser leur avantage, puisqu'ils ont l'avantage quand même sur le terrain en ce moment. Le grignotage est quand même effectif. Il y a eu une offensive dans la région de Zaporizhzhia, donc dans le sud du pays. Ils avancent. Bientôt, les Ukrainiens seront sortis de la région de Koursk. Et donc, eux vont essayer de pousser un maximum leur avantage. Ils sont en économie de guerre, ce qui veut dire que le complexe militaro-industriel russe fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils ont les ressources en minerais, enfin ils ont tout ce qu'il faut pour continuer à produire et pousser. Et de leur point de vue, c'est terminé de récupérer la totalité des 4 oblasts. Et donc il reste dans la région, pour l'oblast de Zaporizhzhia, il reste pas mal de territoire à prendre. Pour l'oblast de Donetsk, il reste aussi une part non négligeable. Et puis ensuite se pose la question pour les Russes,
de deux villes importantes, celle de Kharkov et celle d'Odessa, qui vont vraisemblablement faire partie des négociations, et la région de la Transnistrie, donc située à l'ouest de l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Moldavie, qui est une région russophone, dans laquelle l'armée russe est présente depuis 1991. Et évidemment, la question des sanctions financières, puisque s'il y a au-delà de la négociation sur les territoires, ce que veulent les Russes, c'est pouvoir lever les sanctions financières, notamment sur le secteur bancaire russe, qui les pénalise assez sensiblement. Et pour ça, effectivement, ils ont besoin de conclure un deal non seulement avec Trump, mais aussi avec les Européens. Et pour conclure un deal avec les Européens, ils ont besoin de Donald Trump et ils ont besoin aussi de tordre le bras des Ukrainiens et de rendre, en fait, la négociation à leur net avantage. Sinon, ils vont rentrer. D'abord, il y aura certainement une humiliation. Les Russes vivront ça certainement comme une humiliation. Et Poutine, pour Poutine, c'est tout à fait hors de question. Et puis ensuite, d'un point de vue pratique, on obtient plus de choses quand on est en position de force pour négocier. Je rajouterais que c'est probablement une des grosses raisons pour lesquelles Steve Witkoff et Marco Rubio, donc l'envoyé spécial de Trump pour l'Ukraine, et Marco Rubio ont été reçus à l'Élysée vendredi dernier, justement jeudi dernier, pardon, pour essayer de reconnecter la Russie. Enfin, c'était une des demandes des Russes au système SWIFT, des cartes bancaires, donc quelque part lever les sanctions européennes. Pour le moment, il n'y a pas eu d'avancée majeure. Les Européens n'ont pas cédé sur ce point. C'est assez notoire parce qu'on sent bien que Trump aimerait bien justement que la question des levées des sanctions vienne, je dirais, conforter les Russes et les faire accéder peut-être à plus de clémence et plus de volonté justement de mettre un terme à la guerre. Alors on en parlait tout à l'heure, si une alliance entre les États-Unis et la Russie, ce qui semblait d'ailleurs impossible il y a un an, est-ce qu'elle peut être durable et surtout à quelles conditions ? Non, cette alliance, aussi surprenante soit-elle, je pense que ça a été mûrement réfléchi par les équipes de Trump, tant au niveau du renseignement avec Tulsi Gabbard, qu'avec des gens comme J.D. Vance et autres, même Elon Musk. C'est pas une question philosophique, hein. On ne peut pas dire que Poutine et Trump, même s'ils ont des points communs, même si l'Amérique de Trump, avec on va dire, ce retour vers un conservatisme, peut par moment ressembler à celle de Poutine au niveau des valeurs, du rapport à la religion, de la question du nationalisme, ou en tout cas du patriotisme, par rapport, on va dire, à un système, enfin une administration précédente qui était plutôt globaliste. Il n'y a pas disons que c'est pas ça c'est plus une question circonstancielle qui font que les États-Unis choisissent aujourd'hui la Russie. Charles l'a évoqué avec cette question de la Chine. Alors souvent on nous dit oui, on entend ça, mais est-ce que... Non, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement ancré chez Trump et chez beaucoup de conservateurs américains, qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est la Chine. Et on le voit bien, même au niveau européen, une part de nos difficultés vient de ce qu'on a appelé la désindustrialisation de nos pays. Sans industrie, les campagnes se sont vidées, des régions industrielles entières sont aujourd'hui en déshérence. On n'a pas réussi à remplacer les emplois, on a un chômage endémique. Les États-Unis veulent rapatrier chez eux, et c'est aussi une des raisons pour laquelle Trump a décidé de mener une guerre tarifaire, rapatrier chez eux un maximum d'entreprises pour justement faire prospérer l'ensemble national, en fait. Trump, c'est America First, ça ne veut pas dire Amérique en premier, en tête sur le reste du monde. C'est pas l'Amérique qui domine le monde, c'est non, on s'occupe d'abord des Américains, ensuite le monde on verra. Mais l'idée, c'est ça chez Trump derrière. Et donc cette alliance avec les Russes, elle est parfaitement circonstancielle, mais il faut reconnaître qu'elle est aussi, à mon avis, amenée à durer. Je pense qu'il est illusoire, j'entends certains commentaires de personnages habitués depuis des décennies à être dans la roue des Américains, à être dans
avoir les Américains comme locomotive. On a un courant atlantiste en France qui est fortement imprégné de cette pensée-là. Mais je pense que ces gens ont intérêt à faire une grave une grave thérapie, on va dire, à contacter leur psy, parce que ça ne va pas se reproduire. Et il est probable même, si J.D. Vance succède à Donald Trump, parce qu'au vu de l'état de l'opposition aux États-Unis, on peut se dire aujourd'hui qu'il y a quand même un boulevard. Il est clair que ce positionnement qui va être donc avec comme objectif une guerre commerciale immense avec la Chine. C'est le seul pays aujourd'hui avec lequel Donald Trump a décidé de maintenir sa guerre tarifaire à outrance. Donc l'objectif, il est bien là. Est-ce que la Russie va se détacher de la Chine ? J'en doute pour le moment. Mais en tout cas, ce rapprochement Russie-Amérique, à mon avis, est là pour durer. Et il dit à l'Europe, à la fois la Russie comme les États-Unis, bien débrouillez-vous, organisez-vous. On n'est pas au bout de nos peines parce qu'on n'a pas encore tout à fait changé de logiciel. Et ça risque de se faire un petit peu dans la douleur. On commence à le sentir un petit peu, mais je pense qu'on n'a pas encore senti le gros de ce changement, de cette tectonique des plaques qui tout à coup a bougé. Et il va falloir qu'on en prenne l'habitude. Voilà. Moi, je pense que c'est une alliance qui ne dit pas son nom, parce qu'effectivement, il y a la question de la Chine. Bon, la Russie, il faut se rappeler, l'emblème de la Russie, c'est un œil bicéphale. Donc, le premier regarde vers l'ouest, le second regarde vers l'est. Les Russes sont à la recherche d'un équilibre. Alors cet équilibre, il ne pouvait pas avoir lieu avec la précédente administration démocrate qui avait décidé de faire la guerre à la Russie par proxy. Là, effectivement, avec l'administration Trump, il y a quand même une vraie convergence idéologique. On voit, je crois que c'est Marco Rubio qui apparaît le mercredi des cendres avec la croix sur le front, etc. Tout ça, ça parle aux Russes. Je crois que côté américain, l'aspect traditionnel conservateur des Russes et en même temps très moderne leur parle parce que c'est aussi ce qu'ils essayent de faire aux États-Unis. Il faut quand même souligner que l'administration Trump est en première ligne contre la mouvance woke, la mouvance LGBT. Ça, effectivement, avec les Russes, ça crée des points de convergence assez forts. Les Américains ont besoin des Russes contre les Chinois. Les Américains ont besoin des Russes aussi parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire un deal honnête. Il y a la question de l'Arctique sur laquelle les Russes sont particulièrement positionnés. Il y a toute la flotte du Nord qui contrôle une partie de l'Arctique. Mais je crois que les Russes et les Américains savent qu'ils peuvent dealer quelque chose d'honnête ensemble et que quelque part, ils ont aussi ce problème européen, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une guerre idéologique qui se mène entre la classe politique européenne, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Keir Starmer, contre ce que représentent Donald Trump et Vladimir Poutine. Et effectivement, ça crée des raisons de s'allier. L'alliance, il n'y a pas de grandes déclarations. Il y en aura, à mon avis, d'ailleurs jamais. Américains et Russes sont très pragmatiques. Côté russe, on sait aussi que Donald Trump est là pour 4 ans, mais qu'au-delà de 4 ans, c'est peut-être un démocrate qui viendra le remplacer. Et donc, cette alliance, il faut aussi la replacer dans le temps immédiat, mais aussi à moyen et long terme. Et les Russes savent que ce qu'ils peuvent dealer avec Trump, ils ne pourront peut-être pas le dealer après, ou que la prochaine administration reviendra peut-être dans une position belliqueuse. Et donc, ils vont rester prudents. Mais cette possibilité qu'offre Donald Trump, les Russes ne l'ont jamais eu depuis, il faut dire, depuis la chute de l'URSS. Ils ne l'ont jamais eu en réalité, puisque les administrations successives aux États-Unis ont mis à part les démocrates. Côté républicain, ça a toujours été... des néoconservateurs ou des administrations qui considéraient les Russes du temps de Yeltsin comme des crétins, des abrutis. Et donc là, avec Trump, ils ont une vraie, pour reprendre l'expression consacrée, une vraie fenêtre d'opportunité. Et effectivement, ils peuvent avancer sur un certain nombre de dossiers. C'est tout à fait inédit et exceptionnel pour les Russes. Bien, merci beaucoup pour ces questions d'actualité. Juste avant de finir, on va parler un peu d'Omerta. Quels sont les projets pour les abonnés de l'application d'Omerta ?
Alors, effectivement, les meilleurs sont les abonnés à l'application Omerta, tout simplement parce qu'ils peuvent retrouver l'intégralité de nos contenus. Ce qu'on produit sur YouTube, c'est une toute petite partie de ce que fait l'équipe. L'essentiel du travail d'Omerta se trouve sur cette application. Alors, il y a effectivement il y a plus de 10 décryptages quotidiens à retrouver. Il y a les émissions spéciales et il y a surtout les documentaires, les grands reportages. On en a plus de 50 aujourd'hui sur l'application. Et puis, il y a tous ceux qui arrivent. Tu as, je crois, un projet d'ailleurs, Régis, qui arrive en fin de semaine sur l'application. Fin de semaine sur la Roumanie. Alors, je sais que on a fait pas mal d'émissions déjà, on a déjà pas mal communiqué. Mais là, on est vraiment allé au fond de la société roumaine, raconter un petit peu cette espèce de traumatisme que vit la Roumanie aujourd'hui. Pays qui a vu son élection annulée entre le premier et le deuxième tour, quelque chose d'exceptionnel qui n'était jamais arrivé, en tout cas pour un pays de la communauté européenne. Il ne faut pas oublier qu'il fait partie des 27 membres de l'Europe. Et on est allé sur place, on a pris le pouls de la société, on a interrogé les élus, on est allé voir les parlementaires, on a enquêté aussi sur ce qui a pu se passer, notamment les interventions diverses et variées extérieures, tant le côté Donald Trump qui est extrêmement présent, vous en apercevrez en Roumanie, l'équipe de Trump ne fait pas simplement justement avec l'Europe de l'Est, on l'avait déjà vu en Hongrie. Je vous recommande aussi notre reportage sur la Hongrie qui remonte à août dernier, où on voit que les conservateurs américains aident les conservateurs européens. Et bien là, on sent bien l'influence de Trump, on sent aussi l'influence des Français, notamment via l'ambassadeur de France qui est intervenu. Alors, vous verrez, je ne vous dis pas tout, un petit peu ce qu'on raconte dans ce documentaire. Mais en tout cas, voilà, plongée sur la Roumanie. Élection, ingérence, élection annulée, candidat interdit aussi, c'est assez choquant ce qui se passe là-bas, évidemment à la lumière de ce qui s'est passé aussi chez nous avec Marine Le Pen, parce que ça fait beaucoup réagir en Roumanie, et donc ça sera sur l'application à la fin de la semaine. Il y a 3 autres documentaires qui arrivent très bientôt. Un réalisé en Ukraine sur le front de Bakhmout et de Chassivyar avec une unité de lutte anti-drone cette fois. Ce pas des dronistes, c'est des chasseurs de drones en fait. Il y a un documentaire sur les traditionalistes, les tradis, le retour des tradis au sein de l'Église. Un documentaire aussi pour continuer sur cette sphère spirituelle, sur l'exorciste. Donc, l'exorciste est un prêtre traditionnaliste dont la mission est de combattre le diable, de sauver les âmes et donc d'exorciser. Donc ça, c'est un documentaire aussi exceptionnel. Et puis d'autres qu'on garde pour l'instant, dont on garde la surprise. Ouais. Il y a un petit cadeau aussi qu'on va faire aussi, un gros cadeau même. Alors, pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, l'application est disponible en téléchargement pour seulement 4,99 €, il me semble, et 1,99 € pour les étudiants. Alors justement, est-ce que vous avez une bonne nouvelle pour nous, Régis? Tu en parlais. On a une très très bonne nouvelle. On va vous faire un énorme cadeau, un vrai, un de nos plus beaux documentaires qu'on va mettre voilà, en accès libre sur la chaîne YouTube. Lequel ? Alors justement, c'est aux gens de voter. Comme je le disais il y a un instant, le cœur d'Omerta, c'est cette application qui se télécharge gratuitement via Apple Store, Google Play ou notre site internet www.omertamedia.fr. Et effectivement, pour fêter le passage des 400 000 abonnés de cette chaîne YouTube, on a décidé de faire un gros cadeau à nos abonnés YouTube, à la condition qu'ils téléchargent cette application, qui se télécharge gratuitement, et que en allant voir sur les documentaires qu'on propose sur notre application, eh bien, ils nous disent, soit en commentaire de cette vidéo, soit par email, sur l'email contact@omertamedia.fr, quel documentaire ils souhaiteraient voir diffusé sur cette chaîne YouTube. Je précise que les documentaires à venir ne font pas partie du choix. Nos amis internautes, nos amis abonnés à l'application peuvent choisir dans les documentaires qui ont déjà été diffusés sur l'application. Et effectivement, à l'issue des votes, nous diffuserons le documentaire qui aura recueilli le plus grand nombre de votes sur cette chaîne YouTube. Mais je précise que télécharger l'application, c'est soutenir Omerta. S'abonner à la chaîne YouTube, c'est soutenir Omerta. Mais le plus important pour nous, ce qui nous aide le plus pour pouvoir continuer notre travail et développer nos projets, c'est l'abonnement
à l'application, comme tu l'as dit, 4,99 € par mois sans engagement, parce que finalement c'est le nerf de la guerre. Omerta n'a pas de subvention et il faut que les gens qui soutiennent notre travail, pour ceux qui le peuvent, eh bien, passent aussi à l'action, parce que prendre un abonnement, c'est participer à l'aventure Omerta, c'est nous soutenir et c'est faire partie aussi des projets à venir. Voilà. Très bien, on fera un petit récapitulatif en commentaire pour ceux qui nous écoutent. Merci beaucoup à tous les deux. Et Merci Clara. merci à nos abonnés YouTube de nous avoir écoutés. Merci Clara. À très bientôt.